J'ai déjà vécu là. Imaginez, imaginez vous arrivez dans une ville, dans un endroit où vous n'êtes jamais venu. Vous êtes en vacances. Et d'un coup, vous connaissez cette ville. Vous connaissez ce lieu. Votre compagnon ou votre compagne vous dit, mais on a besoin du plan. Et vous n'avez pas besoin du plan. Vous vous déplacez dans la ville naturellement. Vous savez où sont les monuments. Vous retrouvez une maison, vous vous arrêtez devant une devanture et vous dites, j'ai déjà vécu là. Des mémoires vous assaillent. Des souvenirs viennent au-devant de vous. Et vous continuez à marcher. Vous savez qu'au coin de la rue, vous allez trouver une boulangerie. Un peu plus loin, un marchand de légumes. Et encore un petit peu plus loin, sur un chemin qui vous est pourtant familier, même s'il est totalement étranger, vous vous rendez à votre travail. Vous vous retrouvez devant une université. Et là, vous ressentez que quelque chose cloche, que quelque chose n'est pas habituel. Le lieu a changé. Ce n'est plus ce que vous avez vu. Et pourtant, l'image que vous avez de ce lieu est tellement forte que vous allez interroger l'histoire. Vous rentrez dans ce lieu et vous questionnez. Une femme vient au-devant de vous et vous demande si elle peut vous renseigner. De manière sociale, vous inventez une histoire. Vous êtes journaliste, vous êtes blogueur, vous faites des recherches sur la mémoire. Ça a toujours été une administration, là? Bien sûr que non. C'est une administration depuis 30 ans. Avant, c'était autre chose. Avant, c'était une université. Et là, vous êtes abasourdi que l'image mentale que vous faisiez du lieu est si vraie. Et les images continuent. Elles arrivent. Vous voyez des choses qui ne sont pas très belles, des choses qui vous mettent mal à l'aise, des choses qui s'obscurcissent dans votre mémoire. Et vous continuez à interroger cette charmante dame qui vous raconte l'histoire du lieu. Et à un moment donné, vous voyez des salles interdites. Et vous lui demandez, vous interrogez cette femme. Mais il ne s'est pas passé là, non? Non, absolument pas. Je peux vous garantir que ça ne s'est pas passé. Et vous quittez le lieu persuadé que vous êtes rentré dans votre imagination, que vous avez transposé une vérité. Quelques années plus tard, à la faveur d'une découverte, d'une recherche, derrière une porte murée, ces deux salles que vous voyez de manière très précise ont été trouvées. Comment avez-vous eu la connaissance de ce lieu? C'est ce qui m'est arrivé en 2013, au moment où je quittais la France. Ces deux salles ont été trouvées. Cette ville où j'avais déjà vécu, c'est Strasbourg. Strasbourg où je me promenais complètement librement, comme si j'étais chez moi. J'ai retrouvé une mémoire hors du temps, une mémoire incroyablement précise qui dépassait même l'entendement. Cette mémoire, je l'ai retrouvée avec mon époux lorsque nous avons été à Venise. À Venise, mon époux marchait librement dans la ville. On dit toujours qu'il n'y a que les vrais Vénitiens qui connaissent Venise. Eh bien, mon époux n'a eu pas besoin du plan pour se retrouver à Venise. À chaque fois, j'étais très inquiète car il prenait des petits chemins et il me perdait dans les ruelles. Et à chaque fois, nous allions exactement là où nous avions prévu d'aller. Il me disait, se repérer à Venise, c'est très facile. C'est une ville circulaire. J'ai compris comment ça fonctionne. Mon époux était chez lui à Venise. Et de là, cette image de lui où il était marin à Venise, où il partait après naviguer en Méditerranée. Il a retrouvé cette image-là quand il est monté au Cap Nord avec sa première épouse. Sa première épouse n'était pas quelqu'un de connecté comme je le suis. Lorsqu'il s'est retrouvé au Cap Nord, après la route des trolls, sur ce superbe promontoire en Norvège, il connaissait cet endroit. Il était en train de retrouver en lui des mémoires vikings, des mémoires d'absolu. Nous retrouvons avec beaucoup de chance des lieux où nous avons vécu dans une vie antérieure. Alors certains me diront, ce n'est pas une vie antérieure, ce sont des mémoires cellulaires, ce sont des mémoires transgénérationnelles, ce sont des endroits où nos ancêtres ont vécu. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Certaines âmes, quand elles se réincarnent, reviennent dans la même lignée familiale. Ça les rassure. Elles sont en terrain connu. D'autres âmes, au contraire, préfèrent l'exploration, vivre d'autres aventures. Toutes les âmes ne sont pas aventureuses. Il y a quelque chose d'une personnalité de l'âme. Les âmes sont toutes égales, mais il y a quelque chose d'intime, quelque chose de personnel que l'on retrouve d'une vie sur une autre. Lorsqu'on fait des régressions de mémoire antérieure, on retrouve une étincelle de la personnalité que l'on a dans l'ici et maintenant. Et dans cette étincelle,
eh bien, on peut retrouver une réminiscence des lieux où l'on a vécu. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'avoir la confirmation. La confirmation, c'est quelque chose de très surprenant. On a une image qui vient au-devant de nous quand on se promène dans une ville et on va la confirmer dans les annales akashiques. À quelle époque ai-je vécu? En général, l'époque est parfois donnée lorsqu'on se promène dans le lieu. Parfois, elle n'est pas donnée. Et c'est à nous de la découvrir. Et c'est très excitant, c'est très fascinant d'aller dans les annales akashiques et de voir ce qui s'est passé dans cette incarnation et dans ce lieu. Et qu'est-ce qu'on a à comprendre de mettre en corrélation l'expérience qu'on a vécue et la confirmation dans les annales akashiques. Pour ma part, après l'expérience que j'ai vécue à Strasbourg, j'étais en train de faire cette articulation entre les régressions vie antérieure et mon propre cheminement personnel. À cette époque-là, j'avais pris une décision qui était d'accompagner des personnes en régression vie antérieure pour soigner leur souffrance passée. J'étais donc parfaitement alignée, mais je n'avais pas encore transmuté ma propre souffrance intérieure. Je n'avais pas encore reçu l'autorisation et l'aval de mes guides et de mes maîtres pour pouvoir soigner les autres, parce que j'en étais toujours encore à ma propre souffrance non transmutée. C'est donc un départ en voilier qui s'est intercalé. Et petit à petit, au fil de l'eau, ma souffrance a disparu. Ma souffrance s'est apaisée et mes corps cristallins ont été totalement transmutés. Je vis donc aujourd'hui avec quelque chose qui est incroyable, une incroyable expérience de vie. Je ne souffre plus à l'intérieur de moi. C'est un immense cadeau de la vie. C'est le résultat d'un immense travail sur moi-même, d'une écoute, d'une compréhension, de nombreuses méditations, de nombreuses études aussi que j'ai fait, où au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de souffrance. C'est dans cet espace où je ne souffre plus moi-même que je peux accueillir l'autre, recevoir l'autre et être bienveillant avec la souffrance de l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que cette souffrance, cette souffrance que je n'ai plus me permet de créer cet espace pour l'autre. Par contre, je garde la mémoire. Je garde la mémoire de la souffrance que j'ai. Comme j'ai gardé la trace de ces vies antérieures que j'ai. Eh bien, cette trace, elle a un sens. Quand vous vous retrouvez dans une ville où vous avez déjà habité, que vous avez déjà connu, la trace de ce que vous avez vécu vous redonne des certitudes. Elle vous redonne de la coupe. Elle vous redonne des indications sur votre vie actuelle. Ce que vous avez à transmuter. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a chez l'être humain des questions fondamentales. L'une des questions fondamentales que beaucoup de personnes me posent, quel est le sens de ma vie? Ça, c'est une question qui est très importante. Suivant les époques, le sens de notre vie peut être différent. Hier, en consultation, j'avais une personne qui me disait, eh bien, le sens de ma vie, c'était mes enfants. Maintenant, mes enfants sont grands. Ils ont plus besoin de moi. Je cherche un nouveau sens à ma vie. Donc, le sens de sa vie, il n'est pas absolu. Il est à un moment donné. Une personne qui est chercheur, euh, elle va trouver dans son œuvre, dans ses recherches, le sens de sa vie. Mais certaines personnes ont un sens qui est beaucoup plus simple et qui pourtant est fondamental. Il n'y a pas un sens qui est supérieur à un autre. Chacun trouve un sens à sa vie en fonction de là où il est. Est-ce qu'il y a des sens qui sont plus absolus que d'autres? Non. Chacun en est là à un moment donné de l'avancement de son âme, de son parcours de vie. Il n'y a pas un sens qui est supérieur à l'autre. Ça fait partie des grandes questions qu'on me pose. Quel est le sens de ma vie? Il y a aussi une autre question qu'on me pose. Quel est le sens de mon âme? Alors ça, c'est un vaste débat. Est-ce que le sens de sa vie se met au service du sens de l'âme? Bah oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Quand on est aligné, c'est avoir un travail, une vie, une adéquation entre le sens de sa vie et son programme d'âme. Et puis, il y a une autre question. La question, c'est le pourquoi. Pourquoi je vais vivre telle épreuve? Pourquoi je vais vivre telle chose? Qu'est-ce que ça me raconte? D'où je viens? Alors, d'où je viens pour les matérialistes, c'est simple. Je viens du ventre de ma mère, je suis née à une certaine date et je vais mourir à une autre date. Une date que j'ignore. Lorsqu'on est mort, on ne connaît pas la date de sa mort. Ça fait sens. Si on est dans une autre compréhension,
Nous avons une histoire. Ce qui fait sens, c'est une logique, c'est une cohérence. Quand on atteint certains niveaux de compréhension, certains niveaux de conscience, on est stupéfait par la cohérence des épreuves que l'on traverse. Tout fait sens. C'est en même temps sublime et en même temps terrible. Terrible parce que se pose alors la question, mais alors je ne peux avancer que dans l'épreuve. Je pense personnellement qu'il y a un autre moyen d'avancer que l'épreuve. Et je reste persuadée fondamentalement que nous sommes invités pour notre incarnation future à essayer d'apprendre ça, d'apprendre en dehors de l'épreuve, où nous pouvons programmer des incarnations de lumière, où nous allons retrouver une forme de conscience sans pour autant passer par le polissage de la vie. C'est un pari que je fais sur la vie. Mais lorsque nous sommes suffisamment connectés avec notre passé, avec ces mémoires du passé, avec cette compréhension du passé, les incarnations d'aujourd'hui nous transmutent pour des incarnations futures qui vont être totalement différentes. Nous avons actuellement des moyens incroyables qui vont complètement changer le rapport des âmes futures à leur incarnation. Si nous avons accès au jour d'aujourd'hui à nos mémoires antérieures, nous sommes bien sûr le futur de ces incarnations passées. Nous savons ce qui s'est déroulé. Nous savons ce que nous avons été. Nous pouvons le retrouver. Vous avez une vidéo qui vous l'explique très bien sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Eh bien, en même temps, au jour d'aujourd'hui, je suis le passé d'une vie future. Et donc, si je rentre profondément par cette certitude, si vous avez vu une ville où vous avez déjà vécu, eh bien, le message, c'est de vous apporter une certitude. Une certitude dans votre foi, une certitude dans vos croyances, une certitude dans votre identification. Et cette certitude va vous permettre de transposer le futur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprogrammer le futur. Vous pouvez en même temps interagir avec le passé et vous pouvez en même temps interagir avec le futur. Alors, Greg Braden, parle du temps zéro, le point zéro. J'ai une compréhension qui est différente de lui. Je pense que nous avons possibilité de faire des sauts quantiques. Nous pouvons faire des sauts quantiques par l'état modifié de conscience. Nous pouvons faire des sauts quantiques par les annales akashiques. Nous pouvons justement interagir non seulement avec notre passé, mais interagir aussi avec notre futur, notre avenir. Et que lorsque nous avons la chance, parce que c'est une chance, c'est un privilège, de retrouver dans la matière un endroit où nous avons vécu, eh bien, nous avons des certitudes. Alors, cette certitude, elle doit toujours se heurter au doute. Hein. Le doute, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que je suis sûre que les vies antérieures existent? Oui, non. Et c'est peut-être la mémoire, une mémoire familiale, une mémoire transgénérationnelle sur laquelle je suis invitée à travailler. Et on peut parfaitement explorer ces deux cas de figure. Par contre, on ne peut pas nier que quelque chose s'est passé. On ne peut pas occulter l'idée, comme moi lorsque je me suis promenée à Strasbourg, que quelque chose d'incroyable, un immense cadeau du non local, du subtil, m'a été donné. Quelque chose, un livre s'est ouvert, quelque chose m'a été donné, quelque chose s'est révélé à moi. Eh bien, donc, ce quelque chose qui s'est révélé à soi, on va en tirer une compréhension. Alors, certains vont me dire, ça ne m'est jamais arrivé. Eh bien, maintenant, vous allez, premier pas, accepter l'idée que ça puisse survenir, et deuxième pas, le demander. Vous allez demander à rencontrer un lieu où vous avez déjà vécu. Comment? Par la méditation, par la prière. Et puis, vous allez voyager. Et les personnes qui voyagent, alors c'est pas forcément voyager à l'étranger, c'est aussi voyager en France. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une ville où vous avez déjà vécu avec des souvenirs. Lorsque je suis allée dans le pays Qatar, je pleurais beaucoup. On allait à Minerve, on était à moto, j'étais derrière mon époux, et du moment où je suis rentrée dans ce pays Qatar, il y a quelque chose qui m'a habité. Je ne faisais que pleurer. Et quand je me suis retrouvée sur le plateau, là où Minerve avait existé, une émotion incroyable est arrivée. C'est là où j'ai décidé, c'est après ce passage à Minerve, que j'ai décidé de faire ces protocoles de régression vie antérieure.
Donc, j'avais à l'époque fait 12 protocoles, donc quelque chose de très lourd, de très dense, 12 protocoles de régression aux vies antérieures. Et j'ai retrouvé cette vie à Minerve. Et quand j'ai eu ce souvenir à Strasbourg, eh bien là, j'étais dedans, j'étais dans ce protocole. Et ces deux histoires se sont connectées ensemble pour me donner des informations sur moi-même, sur ce que j'étais. Pour me dire que c'était plus la peine, en fait, d'aller chercher mes vies antérieures, que l'information m'avait été donnée, mais que maintenant, il fallait que je crée une histoire que je puisse retrouver dans l'avenir. Hein. Si ma vie future se connecte sur sa vie passée, eh bien, dans la vie d'aujourd'hui, il fallait aussi que je raconte une belle histoire. Et c'est un peu cette belle histoire qui m'a décidé à recommencer à voyager, à explorer le Moyen-Orient et puis à partir en voilier. Parce que je suis, au jour d'aujourd'hui, la vie passée de ma vie future. Et donc, j'ai envie, dans ma vie future, eh bien, qu'elle ait des belles histoires à retrouver dans l'ici et maintenant. C'est ce que je vous invite à faire, à réfléchir à cette vidéo. Elle est très dense. C'est une invitation à vous programmer, une invitation à retrouver des vies futures, des vies passées. Hein. Il suffit de le demander, de vous aligner avec ça, et aussi de mettre du contenu dans votre vie. Vous pouvez regarder en effet votre vie avec un regard extérieur, mais si nous sommes reliés au sacré, si nous sommes dans dans l'ici et maintenant, dans la compréhension, ici, nous sommes dans le monde de l'action. Votre âme est venue faire un grand voyage. Eh bien, quand on part en voyage, nous sommes invités à vivre des choses. Pas uniquement à rester dans un hôtel en bord de piscine à se prélasser. Nous sommes invités non pas à être spectateurs de notre vie, mais véritablement acteurs. Nous sommes invités à monter sur la scène principale, invités à prendre notre rôle, à le prendre en main, à incarner notre vie. C'est un message que je donne à beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation privée. Vous êtes invités à vous sublimer, à prendre en main votre rôle principal. Personne d'autre que vous ne va le prendre. Comment est-ce que vous allez l'incarner? Comment vous allez le vivre? Il y a une personne de ma famille qui n'est pas très croyante et j'ai du mal à comprendre ça d'ailleurs parce que en même temps dans sa croyance elle est plutôt matérialiste et en même temps elle refuse de prendre en main sa vie. Et cette personne se définit comme je suis spectateur de ma vie et je refuse de prendre en main ma vie. Eh bien, je trouve ça dommage. Nous avons eu beaucoup d'échanges. Cette personne a refusé de se connecter aux annales akashiques, elle a refusé de se connecter au sacré, et c'est son droit le plus absolu, je le respecte totalement, mais quelque part, cette personne est complètement spectateur de sa vie. Et à un moment donné, sa vie va le rattraper. Qu'est-ce que tu auras fait de ce temps profond qui t'est imparti? Qu'est-ce que tu auras donné? C'est pas uniquement donner aux autres, c'est aussi se donner à soi-même. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu auras vécu? Quel est le contenu que tu auras mis dans ta vie? Ma vie, j'ai une chance insolente. Ma vie a été pleine de contenu. Ça, c'est une chance, c'est un privilège. Mais c'est aussi un privilège qu'on se donne à soi-même. Est-ce que je vais me contenter de ce que les autres me donnent ou est-ce que je vais aller le chercher, je vais aller puiser en moi? Quand je pars, par exemple, toute seule au Moyen-Orient, les gens me disent, mais tu n'as pas peur? Eh bien, la peur, on voit là que c'est le premier frein. Pourquoi la peur est inculquée aux femmes? Socialement. Eh bien, quelque part aussi pour les emprisonner. Quand on n'a plus peur de ce qui peut nous arriver, eh bien, on se met à vivre. Et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur ces peurs. C'est un travail que je fais souvent avec les personnes dans les annales akashiques. Quand la personne, elle s'aperçoit qu'elle est connectée à ses guides, à ses maîtres, à sa famille d'âme, eh bien, elle n'a plus peur. Elle est protégée, elle est nourrie, elle peut avoir des informations, des renseignements. Et tout ça, c'est validé. Quand vous retrouvez un pays où vous avez déjà vécu, votre foi, votre croyance, elle est validée. Et c'est important de l'écouter. Vous êtes rassuré. Mais encore faut-il accepter de recevoir le message. Et une fois qu'on a le message, ça ne suffit pas. C'est la dernière étape. C'est-à-dire, j'ai reçu un message, je sais maintenant qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. J'ai compréhension de ça. OK. J'ai la foi. OK. Mais avoir la foi ne suffit pas. Encore faut-il faire descendre cette foi en soi. Qu'elle nous incarne, qu'elle nous habite. Et après, qu'on la restitue, qu'on l'émane. Et donc, je vis une vie où ma foi, elle est incarnée.
Ça ne veut pas dire que je vais me mettre en danger, c'est pas ça. Mais si je vis mes actes normalement programmés, eh bien, je me sens habitée, je me sens incarnée. Et même s'il m'arrive quelque chose, eh bien, ça fait partie d'un plan auquel je n'ai pas forcément accès, qui me dépasse et dans lequel je vais pouvoir nager, dans lequel je vais pouvoir donner du sens et trouver un sens. Et c'est ça le plus important. Donc, je vous invite tous et toutes à demander à plus grand que vous, à retrouver des lieux où vous avez déjà vécu, à en accepter le principe et puis à aller chercher ces lieux. Voilà, c'était une vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'ai des très bons retours. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est important d'avoir des commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation. Belle journée à tous.